Vous m'entendez via le micro? Voilà, avec un micro et un laser, je me demande pourquoi il y aurait une distance entre nous. Je vais venir vers vous, il n'y a aucune raison pour que ce soit autrement. Et aussi, j'aimerais être près de mon bébé ici, comme ça, si je pointe, vous comprendrez de quoi je parle. De la biohermétique à l'intelligence collective, vous remarquerez la longueur du titre, c'est un truc qu'on m'a donné, leçon pour les futurs professeurs. Faites de longs titres dans vos articles, ça fait du bien à votre CV. De la biomimétique à l'intelligence collective, on va commencer par définir nos termes. Combien parmi vous ici aiment les animaux? Les animaux. Bah aussi, deuxième leçon, faites de votre vie la réalisation de tous vos rêves. Parlez un jour devant des conférenciers de quelque chose que vous aimez, les animaux. Et moi j'aime les animaux. La biomimétique, c'est justement quoi? C'est copier la nature. C'est un terme qui date de 1957, donc plus vieux que moi, par un monsieur qui s'appelle Otto Schmidt, malgré son nom est américain, et qui nous apprend qu'en fait, si nous nous préoccupons toujours de l'invention des robots, à l'image de l'homme, et l'homme à l'image de Dieu, eh ben Dieu a aussi créé autre chose à son image, les animaux. Et les animaux sont une source d'innovation qui passe par nous, en fait, pour être transférés vers les machines ou les technologies de l'information et de la communication. D'entre ceux-là, les robots. La nature offre l'expérience cumulée d'un laboratoire de recherche et développement de 4 milliards et demi d'années. 4 milliards et demi. Alors, je ne sais pas si vous connaissez votre cours. La planète Terre date elle a un âge de 4 milliards et demi d'années. Les humains ont habité la Terre pendant 3,8 milliards d'années. Et donc, il s'est passé quelque chose avant que l'homme n'intervienne, l'homme avec un grand H, comme les femmes me le disent. Et on va voir ce qui s'est passé en l'absence de l'homme avec un grand H. Alors, on a copié tout ce qui Dieu a créé, dont nous-mêmes, justement, et en fait, nous sommes en train de reprocher aux robots que nous avons créés de trop nous ressembler. Un bras donne la grue. En fait, on copie exactement le bras humain pour faire de la grue, et on appelle ça innovation. Et en fait, vous voyez ici un robot qui s'appelle Kangourou, qui a 180 muscles alignés exactement comme les nôtres, et qui parvient, avec ces muscles-là, à simuler les gestes humains en faisant des pompes et d'autres exercices. Ça, c'est actuel, c'est 2019, c'est maintenant. Alors, c'est bizarre, l'humain, ça crée des choses et ça s'effraie. Alors, on va continuer à voir comment on s'est inspiré de la nature, des fois qu'il y en a parmi vous qui ne seraient pas convaincus. Ça, c'est un requin, une sorte de baleine, un gros poisson. Et il y aurait raison de croire qu'il y aurait des ressemblances entre cet animal-là et celui-ci, un sous-marin. Ou alors entre celui-ci et celui-là. Alors, quand on parle biomimétique, on parle exactement de ça, mais maintenant, depuis 1957 à 2019, on devrait normalement avoir fait quelques progrès. Alors, on parle aussi de ça, ça c'est un barrage naturel, ça c'est un barrage pas si naturel. Encore un autre, la tortue, la caravane. Et il y en a des centaines comme ça, des ressemblances bizarres. Je ne dirais pas que nous avons copié la nature, loin de là, mais les ressemblances et leur nombre nous mènent à poser des questions. Alors on voit encore celui-ci. Alors ça c'est l'hélicoptère, je ne sais pas si vous avez, comme moi, quand j'étais petit, de me demander comment un hélicoptère pouvait rester immobile dans l'air. Comme au début de l'autre siècle, on se demandait si un objet plus lourd que l'air pouvait voler. Alors, comment est-ce qu'un hélicoptère pouvait... On ne l'aurait pas su si la nature ne l'avait pas dit par le biais de colibri. Et c'est un oiseau qui, en fait, peut tout faire en l'air sans bouger. Le colibri. Hummingbird, pour les anglophones. Et c'est la nature qui nous a dit que cela était possible. C'est la première conclusion de ma présentation. À quoi nous sert-elle, cette nature? À nous dire exactement ce qu'il est possible de faire, qu'autrement, nous n'aurions pas soupçonné était possible de faire. Alors, la nature nous dit ce qui est possible de faire. On va voir quelques exemples. The tiny bird can fly for 10 months without ever landing. Comment est-il possible? Et on ne parle pas du colibri, là. 10 mois sans toucher ni l'eau ni la terre. Et on ne l'aurait pas vu dans la nature, on ne l'aurait pas cru. 10 mois. Alors, pourquoi est-ce que ça attirerait, on se dirait, puisque 10 mois, alors va pour 11, va pour 12, ça attire pour faire des bébés, il paraît que ça se fait que par terre.
Alors, comment est-ce qu'il se nourrit? Ben, ça mange des mouches qui, elles, volent aussi. Et ça boit de l'eau sans atterrir, parce qu'on n'atterrit pas sur l'eau en Amérique, et même pas ça. Alors, ça descend dans l'eau, et puis avec le bec que ça a, ça prend assez d'eau pour continuer son vol. Et là, National Geographic ça fait l'écho, et ça c'est récent, enfin c'est récent, c'est 2016. On vient de découvrir qu'il y a une possibilité de rester en l'air. Alors on se dit, oh bah, tiens, c'est pas mal ça, on va faire une station internationale qui va rester dans l'air. Alors, encore une fois, la nature nous sert à nous dire ce qu'il est possible de faire. Pas simplement copier, parce que ça, comme je vous l'avais dit, depuis 1957 à maintenant, on aurait pu évoluer. Alors, il s'agit de ce petit oiseau-là, qui en fait n'a même pas la force musculaire de durer 10 mois, et on se dit d'où vient l'énergie, et nous sommes en train d'étudier comment la nature fait ça, parce qu'autrement, si la nature ne nous avait pas dit que c'était possible, nous n'aurions jamais soupçonné que c'était possible. Et on continue. Alors, maintenant, il y a quelqu'un qui est un rigolo, qui a développé un site web qui s'appelle Ask Nature. Et si chaque fois que vous grattez la tête, vous voulez savoir comment résoudre un problème, eh bien, vous pointez sur ce site-là et vous posez une question. Alors, je me suis dit, tiens, je vais le faire. Comment combattre le malaria? Réponse de Ask Nature. Devinez. Tuer les mouches. Réponse extrêmement intelligente, entre guillemets, venant d'un site web. Les mouches qui causent le malaria. Et en effet, d'où vient l'intelligence qui est dans ce site En fait, ce qui se fait... dit d'aligner le fil aussi parfaitement. Regardez ceci, ça c'est une pieuvre. Regardez bien, parce que si nous ne l'avions pas vu, ça c'est un des exemples de ce qui est possible, nous ne l'aurions pas cru. Pas un simple boulon, il n'y a pas de ressort. Comment est-elle parvenue à devenir invisible? C'est donc que nous pouvons. Et là, on se lance à vouloir devenir l'homme invisible, un des fantasmes des années 60. Regardez la beauté et l'élégance plutôt de cet oiseau, l'atterrissage. Un chef-d'œuvre de coordination et d'élégance. Et nous essayons jusqu'à maintenant, sans y être parvenus, à faire la même chose avec... l'oiseau de fer, comme on l'appelle. Atterrissage, peut-être élégant, mais pas toujours sûr. La preuve, on applaudit chaque fois que c'est réussi. Regardons encore une fois. Personne n'applaudit quand ça réussit. Et on continue aujourd'hui à comprendre et à filmer et à vouloir voir comment tout cela se fait. Évidemment, l'oiseau lui-même, il ne faut pas lui demander, il ne sait pas. On continue. Alors, biométrique, et maintenant on parle des fourmis. Quelqu'un en a fait allusion ce matin, les fourmis. Je ne sais pas si vous aimez les fourmis, mais moi, quand j'étais petit, quand on m'envoyait faire la sieste, et je n'aimais pas faire la sieste, je sortais et j'étudiais les fourmis, et je me demandais ce qu'elles faisaient, parce qu'elles faisaient quelque chose d'une organisation époustouflante. Je me dis, bon, elles sont intelligentes, les fourmis, c'est facile d'arriver à cette conclusion, et je crois que c'était Philippe qui avait dit que nos ancêtres avaient dû les étudier, parce qu'on ne comprendrait pas pourquoi, comment les êtres humains, nous, sommes arrivés à être si désorganisés. Fairy tale, fire ants aggregate into living rafts to escape floods. Alors, raft, c'est quoi? C'est radeau. En Floride, quand il y a des inondations, voilà ce que les fourmis font. Des radeaux de leur propre corps. Alors, laquelle de ces fourmis a accepté d'être celle qui serait au fond? Et en fait, ça se fait sans négociation. Hein. On ne perd pas de temps, c'est presque naturel. C'est comme si c'était préprogrammé et nous savons que ça ne l'était pas. On va voir autre chose. On l'a vu ce matin, mais ça ne bougeait pas. Mais ça bouge. Regardez comme c'est beau. T'adorerais être une fourmi des fois quand tu vois ça. On va voir ça de plus près. Celle-là, là, je vais me rapprocher. Celle-là, là. Celle-là, là. Pourquoi a-t-elle accepté d'être là? Pour que l'autre passe, il n'y a pas de dispute, hein, on ne se bouscule pas. Les robots fourmis s'entraident pour trouver le plus court chemin. Et on étudie ça en recherche opérationnelle. The shortest path,
ou le voyage du salesman, ou je ne sais quoi. Comment font-elles? Alors on va voir, est-ce qu'elles vont trouver deux fourmis sur un chemin, départ, arrivée, comment est-ce qu'elles savent quel est le chemin le plus court? Et il y a un algorithme, en effet, qui, bizarrement, nous épousons ici, maintenant, l'intelligence artificielle. Les fourmis sont-elles intelligentes? Une question fondamentale en intelligence artificielle. Et j'épouserai ta définition de tout à l'heure. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Ce n'est pas une intelligence qui, elle, était faite artificielle, c'est une intelligence tout à fait artificielle. Alors, des scientifiques croient que non. Alors, qu'est-ce qui explique l'intelligence? Ou le semblant d'intelligence? Alors, celle-là, elle va avancer plus rapidement, elle va arriver. D'accord? Comment le sait-elle? Ben, c'est qu'elle va ramener la nouvelle. Et quand elle ramène la nouvelle, elle va planter du phéromone. Une matière qui est volatile. Et l'autre, en retour, elle va aussi planter du phéromone. Sauf que celle-là, quand elle sera rentrée, il y en a d'autres qui vont prendre son chemin, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup plus de phéromone dans cette partie du sentier que dans l'autre. Et donc, les prochaines vont voir dans lequel des deux sentiers il y a plus de phéromone, et c'est tout ce qu'il y a à savoir. Évidemment, l'autre sentier ne sera pas du tout utilisé, le phéromone s'évaporera, et ce sentier-là ne sera recommandé par personne, et c'est comme ça qu'on fait. Alors, toutes vont adopter ce chemin maintenant, ignorant l'autre. Et l'observateur non averti, l'enfant que j'étais, regardant cela, ne comprendra absolument rien, il se dira, bon, elles se sont passées le mot, c'est pas possible d'y avoir un téléphone quelque part. Les insectes, leur intelligence défie les nôtres. Si nous prenons notre cerveau, nous avons quelques 86 à 100 milliards de neurones. C'est à peu près le nombre d'étoiles qu'il y a dans toutes les galaxies. C'est la chose la plus compliquée en existence, le cerveau humain. Nous avons autant de neurones, mais les pauvres, elles, combien? 250 000. Et il y en a qui croient encore que l'intelligence est une affaire de neurones, d'interconnexion, de synapses, d'axones et tout ce bordel. Apparemment, il y a autre chose que nous avons raté de concevoir. Regardons ce que c'est, un segment d'intelligence divinale. Alors, l'intelligence n'est pas à ce niveau-là, elle n'est pas intelligente du tout, elle. Mais du tout, 250 000 neurones, et elle en perd chaque jour, comme nous d'ailleurs. C'est pas à ce niveau-là, c'est pas à ce niveau-là, c'est peut-être à ce niveau-là. Et qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Il se passe quelque chose que nous appelons le collectif, qui résulte toute une branche de l'intelligence artificielle que nous appelons l'intelligence des saints, un seul mot. Swarm intelligence en anglais. Swarm dans le sens des... Alors qu'est-ce que c'est un essaim? Bon, on va voir ce que c'est. Ça, c'est un essaim. Regardez la nature. Une mélodie, un symphonie, une harmonie incroyable. Qui est-ce qui leur dit dans la boîte à voix, tout en s'en dans la tête, sans aucune question? Et ça dure pendant des heures et des heures, et des heures dure pendant 2 minutes. Je parle de la foi, je parle de la foi, ce que je veux dire. C'est l'intelligence dont on est en train de parler aujourd'hui. Alors regardons, quand ça migre ici, il y a 118 espèces qui le 1er janvier sont éparpillées vers le sud d'Amérique. Regardez au passage des dates, on va passer de janvier vers l'automne, vers l'hiver. En l'hiver, elles sont là-bas, et puis on redescend, c'est l'été. L'été, c'est le printemps, c'est l'automne, c'est l'hiver. L'harmonie. Quelqu'un s'est amusé, évidemment, ce quelqu'un c'est toujours en Amérique du Nord, à filmer ça via satellite. Vous les voyez ici, il y a quelques 4 ou 5 espèces d'oiseaux qui sont en train de... Alors apparemment, il y a un accord total. On ne piétine pas sur les plates-bandes des autres. Il y en a qui sont bleues, il y en a qui sont violettes, il y en a qui sont vertes. Et ça, c'est réel, c'est actuel. C'est même maintenant que c'est en train de se passer. Il y a même qui sont en train de voir qu'ils sont en train de faire un grand 8 et on ne sait même pas qui leur a dit que l'angle au croisement des deux aller-retour doit être droit. Swarm Intelligence, c'est les robots, et les robots aussi... qui nous remplace, c'est Hanson Robotics. Chez la fourmi, on pense collectif. J'aime beaucoup ces slogans de ces fourmis. Chez nous, on fait ceci. Chez les êtres humains, ils font des slogans ici. Alors, chez les fourmis, on pense collectif. Ce qui est finalement sidérant, c'est que les colonies de fourmis ont des souvenirs que leurs membres individuels n'ont pas. Ah, là, on touche à quelque chose. Deuxième leçon de secours.
Nous sommes en train de parler de quelque chose que nous ne pouvons pas définir. Alors, certains se posaient la question, l'intelligence collective, est-ce que c'est la collection d'intelligences plurielles? Est-ce que ce sont plusieurs? Est-ce que c'est le maximum de l'intelligence? Quand nous avons un groupe, quelle est l'intelligence collective du groupe? Est-ce que c'est l'intelligence du plus intelligent? Est-ce que c'est l'intelligence du plus bête? Est-ce que c'est l'intelligence moyenne? Est-ce que c'est la quartier est-ce que c'est la somme des intelligences? Et beaucoup sont attelés sur la tâche pour répondre à cette question-là. Collectif, on va passer maintenant de biomimétique à l'intelligence collective. On va faire comme ça pour définir ce dont nous sommes. What does collective intelligence mean? Well, I think it's important to realize that intelligence is not just something that happens inside individual brains. It also arises with groups of individuals. In fact, I define collective intelligence as groups of individuals acting collectively in ways that seem intelligent. Et ça sera tout. Il parle aussi de stupidité collective qui, à mon sens, est l'espoir de l'humanité. La seule manière de combattre l'intelligence, c'est la stupidité. Et nous combattrons, nous gagnerons la guerre contre les robots par notre stupidité. Et comme Einstein a dit, l'univers a une limite, la stupidité humaine, non. Donc c'est là qu'il faut y aller. Et c'est l'article dont elle a parlé. Il s'agit de Thomas Malone, là, à MIT, qui a fait cet article qui parle justement de comment définir l'intelligence collective. Eh bien, l'intelligence collective, c'est une bête à part qui n'a absolument rien à voir avec les intelligences individuelles. L'étude a montré que les groupes exhibaient une intelligence collective qui avait peu à voir avec celle des membres individuels, et ça n'a à voir ni avec l'intelligence moyenne des membres, ni avec le membre le plus intelligent du groupe. Et en fait, on se rend compte souvent que quand on se met en groupe, on devient un peu plus bête. Sinon beaucoup. Et ces phénomènes-là, quand un groupe devient bête, on les appelle le paradoxe d'Abilène, ou mieux encore le groupthink effect que nous avons vu lors de l'invasion de la baie des cochons en 1961, lorsque les États-Unis avaient leur président le plus intelligent, présumément John Kennedy, en tout cas comparé au président actuel. Et lorsque l'Union soviétique avait menacé les États-Unis en mettant des missiles à Cuba, ils avaient décidé de se combattre. John Kennedy a appelé un comité, que vous allez voir, un comité des gens les plus intelligents, CIA, FBI, NSA, toute la clique. Il dit, donnez-moi une réponse. Ils ont dit, il faut envahir Cuba. Alors, ils ont envahi Cuba. Il fallait voir les soldats nicaraguayens débarquer sur Cuba, dans la baie des cochons, Bay of Pigs, et être canardés un à un par la mitraille cubaine, un à un, canardés comme des canards. Voilà ce qu'un groupe de gens intelligents donne comme solution. Et depuis, nous étudions ce phénomène-là, le groupthink effect, comment est-ce qu'un groupe d'individus peuvent être bêtes collectivement. Alors, on peut voir ce que ça peut donner aussi. 3 ans pour accoucher d'une constitution que John Jefferson avait fait en une nuit, que Hammurabi en 2500 avant Jésus-Christ avait fait en une nuit. 3 ans, quand ces gens-là se mettent ensemble, il ne vaut mieux pas trop compter dessus. Qu'est-ce que c'est? Le Big Bang. Qu'est-ce qui s'est passé après le Big Bang? Et je vais conclure. Je vous l'avais dit, 4,5 milliards d'années, planète Terre, mais on parle de 4 milliards. C'est ça les 4,5 milliards d'années, le laboratoire dont je vous parle, la nature, la création. Mais en fait, il y a 13,8 milliards d'années que l'univers a été créé. Imaginez combien d'intelligence nous attend là-bas dans le cosmos, le jour où nous allons voyager. Et si vous regardez l'excellente vidéo de David Tong, professeur de Cambridge, vous allez voir en fait qu'il n'y a pas de matière extraterrestre à l'époque où nous sommes maintenant. Nous connaissons tous les produits chimiques dont l'univers est fait. 4 en fait. Et de ces 4-là, nous pouvons en fait dériver pas mal de matériaux et voir en fait ce que les extraterrestres, il y en a qui y croient encore, avaient fait leur astronef qui peut décoller en 1 seconde pour atteindre des vitesses égales à celles de la lumière. 4,5, 13 milliards d'années. Et puis bon, alors on regarde. Et puis en fait, oui, la nature a bien des choses à nous apprendre. Regardez bien. Il y a plein de choses déjà à apprendre là où nous sommes maintenant, sans avoir besoin dans le cosmos. Mon nom est Mohamed Louedi, comme vous voyez là-bas, et je vous remercie pour votre attention à la fin de ma présentation. Merci.